bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale, avec un grand entretien aujourd'hui, celui du navigateur et chef d'entreprise François Gabard. Avec lui, on va découvrir son nouveau trimaran SVR Lazartic, sorti des ateliers de sa société Merconcept, devenue entreprise à mission. Merconcept qui vient aussi de mettre à l'eau son premier catamaran électrique à foil. Et puis, on fera aussi le bilan du One Ocean Summit auquel il a participé le mois dernier. C'était à Brest, des engagements qu'il va falloir surveiller, dit François Gabard. Et puis dans cette émission, on garde comme tous les jours une place pour une start-up. Ce sera Iptown aujourd'hui et ses espaces de coworking à faible impact environnemental. Voilà, c'était les titres et tout de suite, c'est le grand entretien. Bonjour François Gabard, bienvenue. Bonjour. Bravo pour votre deuxième place lors de la Transat Jacques Vabre. On y reviendra, on va en parler évidemment. Mais je voudrais commencer avec ce catamaran que votre société Merconcept a mis à l'eau le 14 février dernier. Déjà pour qu'on puisse le découvrir, je veux bien que vous nous le décriviez et en quoi il est innovant aussi. Alors c'est un catamaran, un bateau de plaisance, un bateau de 12 mètres. Alors, c'est un bateau à moteur, pour nous c'est assez nouveau, on a plutôt l'habitude de faire des bateaux à voile, mais il a la particularité de voler. Donc comme sur nos bateaux de course, grâce à ces foils, ces appendices qui se mettent dans l'eau, le bateau vole. Et parce qu'il vole, il frotte moins dans l'eau. Parce qu'il frotte moins dans l'eau, il a besoin de moins d'énergie. Ce qui, sur un bateau à voile, ça permet d'aller plus vite si on met les mêmes voiles. Gagner des courses, battre des records, c'est génial. Et là, sur un bateau à moteur, ça permet d'utiliser moins d'énergie. Donc, sur un bateau à moteur, avec un moteur thermique classique, consommer moins de carburant. Et là, sur ce bateau, on est passé avec une motorisation électrique. On a des batteries et on arrive à avoir une autonomie sans avoir, entre guillemets, trop de batterie. On a avoir une bonne autonomie, c'est-à-dire 90 000, presque 200 km avec un bateau qui vole. Si le bateau ne volait pas, il aurait 5 fois moins d'autonomie. Donc, il pourrait faire un petit tour dans l'eau autour d'un port, mais ça n'irait pas très loin. Alors que là, on arrive, grâce au vol, à aller loin et consommer le moins d'énergie possible. Donc, c'est vraiment le marché de la plaisance que vous visez avec ce bateau. Il est quoi? Il est en phase de test en ce moment? Oui, c'est vraiment c'est les tests actuellement. On est en train de le mettre au point. On va le livrer aux clients dans quelques jours. C'est en effet un bateau de plaisance. Mais pour nous, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut justement utiliser ces technologies de la course au large, ces foils, le vol, pour un bateau de plaisance et pourquoi pas demain pour un bateau de transport de passagers, un bateau un peu plus grand. Là, c'est un catamaran qui fait 12 mètres, c'est déjà un grand bateau pour un bateau de plaisance, mais on pourrait imaginer une version un peu plus grande où on pourrait mettre 10, 15, 20, 30 personnes et faire déplacer des personnes sur les océans. Je ne sais pas si vous l'avez piloté, c'est quoi les sensations? Pas encore. J'ai hâte. Non, là on vient juste de le mettre à l'eau. Mais normalement d'ailleurs, si c'est pas demain, après-demain, là on est dedans. Là, je devrais vite pouvoir tenter tout ça. Donc c'est votre société Merconcept qui l'a mis au point. Sur l'ambition générale, l'idée c'est vraiment, parce que vous êtes un aventurier, un navigateur, vous gagnez des courses, vous battez des records, c'est de faire une synergie entre ça et la mobilité marine en général. C'est quoi votre ambition? En fait, ce que je me rends compte en faisant de la course large, j'étais animé par ça depuis que je suis tout petit, je suis de l'optimisme. J'ai une espèce d'énergie pour faire de la compétition à la voile qui m'a amené jusqu'à la course au large. Et je suis fasciné par l'énergie qui est générée par cette émulation sportive que je vois autour de moi dans mon équipe pour essayer d'avoir un bateau le plus beau possible, le plus rapide, le plus efficace. Et je me dis que cette énergie-là, qui génère énormément d'innovation, si on peut s'en servir pour répondre à des problématiques qui dépassent le cadre même de notre sport, donc la plaisance, le maritime d'une manière globale, ça peut être sur la pêche, sur le transport maritime, soit de personnes, soit de biens, et ben voilà, on renforce le sens de notre sport et voilà, et on utilise cette énergie pour répondre à la problématique qui est quand même une problématique qui est devant nous, un challenge, j'ai envie de dire, qui est quand même énorme. C'est cette transition écologique et arriver à continuer à se déplacer sur la planète. Alors, évidemment, il faut peut-être moins se déplacer. Ça, c'est même une conviction, évidemment, mais il va falloir continuer à se déplacer. Moi, j'ai eu la chance de grandir justement, de voyager en famille, en bateau quand j'étais gamin, d'aller aux Amériques, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il va falloir continuer à aller à l'autre bout du monde, à voyager d'une manière différente. Et je crois que le bateau à voile ou le bateau volant peut répondre
à cette problématique-là. Oui, c'est des enjeux. Nous, on a reçu ici même une société qui s'appelle Tote qui travaille sur le fret maritime décarboné. Donc c'est vraiment un enjeu collectif. Merconcept, c'est une société à mission depuis 2 ans, c'est ça, depuis 2020. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est un vrai engagement, ça. C'est un vrai engagement et je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce que j'imagine de la vision d'une entreprise qui, pour moi, justement, une entreprise n'est pas là que pour faire du profit, elle est là pour rendre un service à la société. Alors rendre un service à ses salariés, rendre un service à ses clients, rendre un service à son environnement local ou national, ou voire même mondial pour certaines grandes entreprises. Alors nous, on est une petite entreprise. 80 salariés, c'est ça à peu près? 80 salariés, on est basé à Concarneau, dans le Finistère Sud, en Bretagne. Et du coup, se dire que, justement, ce que je viens de dire, c'est continuer à faire de la course au large, transformer peut-être notre course au large, se remettre en cause aussi sur ce sport qui doit s'améliorer, doit progresser, doit évoluer, et se servir de cette course au large pour trouver des solutions pour le monde maritime. C'est ça notre mission, et je trouve que le mettre dans nos statuts, ce qui est engageant en effet, parce que aujourd'hui je suis le seul actionnaire de cette entreprise, donc j'ai une certaine liberté entre guillemets pour faire ce qu'on veut. Non, se dire on le met dans les statuts, vis-à-vis de l'État, c'est comme ça, on a une mission vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de toutes les parties prenantes de l'entreprise. On s'engage à faire le mieux possible pour accomplir notre mission. Et je trouve que c'est un statut qui est hyper intéressant, j'espère qu'il va se développer dans les années qui viennent. Oui, là, c'est lié à la loi Pacte, et c'est vrai que là aussi, ça fait 2 ans, et c'est intéressant de voir comment ça se développe. Mais vos salariés, c'est plutôt des profils d'ingénieurs? Oui, on est une boîte à l'origine qui est très technique. On imagine, on développe, on construit des bateaux, on les fait progresser. Donc on a une fibre qui est très technique à la base. Après, on est une entreprise, j'ai envie de dire, normale. C'est-à-dire qu'on a des services, évidemment, de gestion, de comptabilité, administratif. On a des services aussi de communication, de marketing, puisqu'on travaille avec des sponsors. Donc, on a une entreprise qui un peu s'est diversifiée dans ses métiers. Mais c'est vrai que la base, le début, ça reste quelque chose de très technique. D'ailleurs, il y a un laboratoire, c'est ça, le lab Merconcept. Vous travaillez quoi? Vous travaillez sur les matériaux, par exemple? Oui, l'idée, c'est de continuer à faire de la recherche qui dépasse le cadre des projets sportifs ou des projets maritimes que l'on pense. C'est-à-dire essayer faire de la R&D, de ne pas avoir de la R&D comme on faisait un petit peu avant, ce qui ne fonctionnait pas trop mal, mais on avait une course dans 18 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, puis on se disait, voilà, on veut avoir le bateau performant. Donc, plus dans une recherche un peu fondamentale, quoi. Et essayer, en tout cas dans le temps, essayer d'être plus transversal aussi au sein des projets, c'est-à-dire avoir une problématique sur un projet de course large, peut-être sur un projet dans le maritime, un catamaran volant, se dire qu'il y a des sujets qui peuvent être transversaux, ce n'est pas exactement les mêmes problématiques, mais on fait de la R&D sur ces thématiques. Donc on travaille en effet sur les matériaux, on travaille sur les problématiques d'énergie, on travaille sur toutes les problématiques d'asservissement, de pilotage du vol, qui sont évidemment importants et nouveaux pour nous. Ça veut dire quoi ça? C'est des appendices, on imagine des ailes d'avion. Oui, c'est les foils qui permettent au bateau de se voler. Voilà, ils sont dans l'eau. Et pour stabiliser le vol, comme on pilote un avion et on gère l'équilibre d'un avion, nous, il faut gérer l'équilibre du bateau sur l'eau et avoir des systèmes, donc soit des systèmes, forcément des systèmes mécaniques. On parle de flaps, comme à l'arrière d'un avion. On a des flaps à l'arrière, des foils et des safrans. Et puis après, derrière, il y a des vérins, il y a de l'hydraulique, il y a de l'électronique, évidemment, pour essayer de rendre le vol le plus facile possible. Sur un bateau de plaisance, par exemple, on veut que l'utilisateur, le client, il ait un volant, il ait un accélérateur, et il n'est pas forcément à gérer la complexité de l'équilibre d'un bateau comme la complexité d'un avion, et d'avoir des systèmes qui s'autogèrent pour arriver à avoir un vol performant et sécurisé. Alors justement, on va parler de pilotage un petit peu, puisque Merconcept a également conçu votre nouveau trimaran qui s'appelle SVR Lazartigue, avec ce parti pris audacieux, puisqu'on en avait parlé il y a je ne sais plus, plusieurs mois, presque 1 an, ici même. Le cockpit est à l'intérieur, c'est ça? Ouais, en fait, on essaye de protéger un maximum le cockpit, là où on va barrer le bateau, là où on va piloter, régler les voiles. On est dans une zone qui est la plus protégée possible. Alors, on n'est pas parfaitement étanche à l'intérieur, on fait en sorte qu'on soit le plus protégé possible. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va de plus en plus vite. Donc, alors déjà, il y a des notions d'aérodynamisme qui sont extrêmement importantes. On essaye d'avoir rien qui dépasse. Plus
on va avoir des éléments qui vont freiner le bateau, plus on va ralentir le bateau, ou alors il va mettre des voiles plus grandes pour aller à la même vitesse. Donc on essaie d'avoir quelque chose de le plus aérodynamique possible et le plus protégé possible pour que les marins, quand ils sont dans le cockpit, on ne soit pas face à des paquets de mer qui peuvent arriver. Ouais. On parle à plus de 100-120 km/h, puisque c'est un bateau qui peut aller à des vitesses assez élevées face à un vent lui-même qui va dans l'autre sens par moment. Donc du coup, il y a des vitesses de rencontre qui sont assez importantes et assez fortes. Et on essaie de protéger les marins. Donc il y a vraiment cet objectif de sécurité. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour le skipper? Parce que c'est des sensations peut-être un peu différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'évolution de nos bateaux depuis de nombreuses années déjà de plus en plus va vers la protection. Ouais. On a des roufs, les cockpits sont protégés. Ça fait une petite quinzaine d'années que je fais de la course au large. On est déjà sur des bateaux qui sont très protégés. Donc on a déjà l'habitude de naviguer sur des cockpits protégés. Là, on est vraiment allé au bout de la démarche quelque part avec un cockpit qui est fermé même sur sa partie arrière, quand souvent sur d'autres bateaux, éventuellement, il est ouvert sur l'arrière. Donc là, on est allé au bout de la démarche, mais finalement, ça ne change pas grand-chose et on s'y sent bien parce qu'on est en sécurité, que du coup, on peut aller vite, sans craindre pour notre propre sécurité, tout en voyant bien ce qui se passe et qu'on peut continuer à barrer, même s'il y a un paquet de mer qui arrive à plus de 100 km/h en face de soi, on garde les yeux ouverts et ça peut être pratique. Ouais, c'est pas faux. Vous sortez quand même pour certaines manœuvres, j'imagine le moins possible. Ouais, le moins possible. Et souvent dans des conditions où le bateau est ralenti. Sur le trimaran SVR Lazartigue, il peut aller à 52, c'est quasiment 100 km/h. À ces vitesses-là, on ne sort pas dehors, on ne va pas à l'étrave, c'est extrêmement dangereux. Par contre, donc on fait 90% des manœuvres, on se font depuis le cockpit. Parfois, sur des changements de voile, on va être obligé d'affaler une voile, de la mettre sur le pont, de la ranger. À ce moment-là, on va ralentir le bateau. À ce moment-là, on sort sur le pont, on range la voile et on fait en sorte que ça dure le moins longtemps possible, parce que pendant ce temps-là, les autres ils continuent d'avancer. Ça reste une complète. Et donc voilà, on fait en sorte que ça soit le moins long possible. Quelques chiffres sur la fabrication de ce trimaran: 40 mois de construction, conception, 150 000 heures de travail, 1 an et demi de travail pour aboutir à la construction des 2 flotteurs. Il fait 32 mètres de long, 23 mètres de large et son poids c'est 15 tonnes. Vous l'avez mis à l'eau en juillet dernier. Dès le mois de novembre, vous participiez avec Tom Laperche à la Transat Jacques Vabre. Vous arrivez en 2e place. Bravo. Ça valide les options quand on... Oui. Parce que c'est un tout jeune bateau, quoi. Exactement. Pour nous, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont complexes, qui demandent du temps de mise au point pour fiabiliser le bateau et puis pour en tirer toute la quintessence, toute la performance. On a encore beaucoup à apprendre. On va remettre le bateau à l'eau dans quelques jours, parce que l'année 2022 va être dense pour nous, parce qu'on a énormément à apprendre. Et déjà, avoir pu participer à cette Transat Jacques Vabre l'an dernier, quelques mois après la mise à l'eau, c'était déjà pour nous un beau succès. Ça fonctionne bien. Est-ce que vous l'avez poussé au max, quoi, ou est-ce que comme c'était la première course, vous êtes allé un peu... On a commencé à aller vite, mais évidemment, on fait attention. C'est-à-dire que sur les premiers entraînements, on va monter, on dit monter en charge le bateau progressivement. Et c'est vrai que sur cette course-là, on a essayé de ménager le bateau, mais on va le faire de toute façon tout au long de la vie du bateau. C'est juste que le curseur se repousse un petit peu plus à chaque fois. Et donc on a une route du Rhum, par exemple, à la fin de l'année, donc une course en solitaire, sans escale, Saint-Malo, la Guadeloupe. Même si je suis tout seul sur le bateau, ce qui est évidemment un peu plus complexe que quand on est deux, probablement que le curseur sera un petit peu plus loin et on pourra pousser un peu plus, tirer un petit peu plus sur le bateau et le mettre un peu plus en charge que ce qu'on a pu faire sur la Jacques Vabre l'an dernier. Alors le partenaire de ce trimaran, c'est le groupe Cresques, qui est lui. Est-ce que vous l'avez choisi aussi parce qu'il est engagé dans des causes un peu communes? Oui, c'est vraiment extrêmement important en effet quand on travaille avec un partenaire d'avoir une vision commune de notre sport, du partenariat, mais aussi des enjeux, des engagements qu'on veut porter autour de ces projets-là. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Didier Tabary, le fondateur du groupe Cresques, donc avec les marques SVR, Lazartigue, Filmed, qui est un passionné de mer, un passionné d'océan et qui rêvait de mettre ses marques quelque part sur un bateau, de profiter de ce sport qu'il aime pour mettre en avant et faire la promotion de ses marques, mais aussi marques de cosmétiques, c'est cosmétiques, tout à fait, et profiter de ce projet pour lancer un fonds de dotation, Cresques for Ocean, il avait ça en tête, il pensait le faire dans les années qui venaient, et le lancement de ce projet, quelque part, a accéléré la fondation de ce fonds de dotation, donc Cresques for Oceans, pour la préservation des océans. Qui va financer des projets scientifiques, c'est ça? Exactement. Alors, financer des projets scientifiques, des projets éducatifs, des projets pour sensibiliser
et agir. Donc il y a même des entreprises, des startups, dans le domaine, par exemple, je pense au plastique, dans le recyclage du plastique, dans la réutilisation du plastique, dans la captation du plastique, donc des entreprises qui vont être financées par ce fonds de dotation pour essayer de minimiser l'impact qu'on peut avoir sur les océans. Donc là, c'est un engagement qui dure sur combien d'années On a un projet qui nous amène jusqu'en 2025, ce qui est assez extraordinaire d'avoir eu la chance de lancer rapidement, parce que c'est vrai qu'à la fois qu'on s'était parlé, je pense qu'on n'était pas encore en contact. Pas encore le partenaire, En quelques semaines, ce partenariat s'est construit, et c'est assez extraordinaire d'avoir pu construire aussi vite un partenariat sur du long terme. Parce que c'est un bateau qui est conçu pour battre des records, c'est votre objectif ? Oui, alors gagner des courses, battre des records, c'est en effet, il y a une alternance de courses et de records sur ces grands trimarans. Vous avez déjà votre programme pour les... Oui, alors qu'ils peuvent évidemment s'affiner en fonction des années, mais oui, on sait qu'on a une roue du Rhum en fin d'année 2022, on sait qu'on a un tour du monde en solitaire en 2023, et on a l'ambition à terme de faire un tour du monde aussi en équipage, probablement en record, donc le trophée Jules Verne, grosso modo de tourner autour de la planète le plus rapidement possible avec un bateau à voile. Vous étiez, François Gabard, à Brest le mois dernier pour le One Ocean Summit, 40 États qui s'y sont engagés à protéger la biodiversité en haute mer. En préparant l'émission, je lisais l'une de vos réactions. Vous dites que c'est bien, il y a eu des engagements forts, maintenant il va falloir surveiller. C'est un peu l'idée ? Oui, alors je ne savais pas trop ce qu'il allait se passer sur le sommet. D'ailleurs, je crois ça s'est un peu fait au fil du chemin, même pour les organisateurs qui ont lancé ce sommet à l'automne dernier. Ce que j'ai pu constater, c'est une volonté, une conviction des gens présents qui était extrêmement forte pour les océans. Ça m'a quelque part rassuré. Ça a été très riche de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas dans mon univers simplement en course au large, c'est-à-dire des scientifiques, des océanographes, des biologistes, des gens dans le transport maritime, plein de personnes qui touchent quelque part, qui sont partie prenante de l'océan, au niveau international également. Toutes ces personnes, tous les gens qui étaient présents à Brest étaient vraiment, je pense, convaincus, engagés, ont pris des engagements qui sont extrêmement forts, qui va évidemment, oui... Qu'est-ce qui vous semble l'engagement le plus fort, vous ? L'engagement le plus fort, j'ai envie de dire, il est à venir. C'est une négociation alors, il y a des négociations sur la haute mer dont on parle, qui sont en cours depuis une dizaine d'années au niveau de l'ONU, qui doivent aboutir dans les semaines, on l'espère en 2022. C'est extrêmement complexe dans le contexte géopolitique actuel, parce qu'il faut tous se mettre d'accord autour de la table. Et c'est ça, en tout cas, la volonté des pays et des personnes qui sont présentes ici était d'aboutir à ces négociations. Il y avait un consensus sur un accord. Après, il faut arriver à le convaincre l'ensemble de la planète. Et ça, évidemment, c'est pas simple, mais j'y crois, je pousse et je ferai tout pour que ça puisse. Pourquoi ? Parce que cet espace-là, la haute mer ou les eaux internationales, c'est à peu près la même chose. Ça, oui. On a des zones... C'est quoi ? C'est une zone de non-droit ? C'est presque une zone de non-droit ? C'est une zone qui n'appartient à personne. Donc c'est un bien commun, le bien commun de l'humanité. Comme souvent, malheureusement ou heureusement, quand des choses appartiennent à personne, en effet, alors la loi est assez floue sur ces zones-là. Il y a quelques règles, des règles évidemment au niveau trafic maritime, etc. Mais ça n'empêche que c'est en effet une zone qui malheureusement peut légiférer et peut protéger. Et donc il faut, alors que pourtant, c'est une surface de notre planète qui est juste énorme. C'est un volume du vivant sur la planète qui est juste sans aucune comparaison. Ça représente la moitié de la planète, en fait. Oui, la haute mer, un peu plus de la moitié, les océans, plus de 70%. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ça a un rôle dans l'équilibre de notre planète, l'équilibre climatique, on en parle beaucoup, rapport du GIEC, là, il y a quelques jours. L'équilibre climatique est en grande partie lié, en tout cas très très fortement lié aux océans et à la bonne santé des océans. Le plancton des océans, les algues, captent du CO2, génèrent de l'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène qu'on respire, à plus de 50%, est généré par les océans. Et cette grande surface, ce grand volume de vie est malheureusement attaqué un peu de toutes parts. Et en effet, il faut le protéger pour que l'ensemble de l'équilibre planétaire tiennent dans les années qui viennent le plus longtemps possible. Le fait, François Gabard, qu'il y ait des chefs d'État, des chefs de gouvernement à ce sommet pour l'océan, pour vous, ça va quoi ? Ça va au-delà du symbole ?
non, on changeait d'échelle, quoi, d'une certaine façon. Bien sûr, mais c'est extrêmement important, puisque ce sont des discussions qui doivent de toute façon être internationales, entre pays, au niveau justement... Et pour l'instant, c'était plutôt des techniciens qui discutaient entre eux. Il n'y avait pas trop de chefs d'État qui s'en étaient mêlés. Oui, alors ces discussions sur les BBNJ, ces eaux internationales, la haute mer, existent à l'ONU depuis plus d'une dizaine d'années. En revanche, est-ce qu'elles sont suffisamment représentées, poussées par nos chefs de gouvernement, les chefs de pays? Probablement pas. Et justement, il faut qu'il y ait cette dynamique politique pour aller au bout de ces négociations et arriver à trouver une protection pour la haute mer. Les navigateurs que l'on reçoit dans cette émission disent souvent, d'ailleurs vous nous l'aviez dit la dernière fois, que la dégradation des océans, c'est pas forcément visible. C'est ça qui est terrible. Mais d'une manière générale, la crise environnementale auquel on fait face est assez peu visible. On parle de le fameux réchauffement climatique. On ne le perçoit pas d'une manière individuelle. Alors, souvent, quand il y a des causes très visibles, des incendies, des catastrophes naturelles, oui, ça, on arrive à mieux le percevoir et on sent le danger pour nous. Alors, mais le réchauffement climatique, dans sa globalité, n'est pas... on ne peut pas le percevoir, les 1, 2, 3 degrés potentiels. Les océans, c'est pareil. L'acidification des océans, on le voit pas, on le perçoit pas. Il faut qu'il y ait des mesures scientifiques qui sont faites. Les plastiques, alors en effet, on voit les grands plastiques, les macros, et c'est terrible. Il y en a des gros plastiques, et s'il faut le rappeler, il y en a même très loin des côtes, au milieu des océans. Mais le pire pour l'équilibre, l'écosystème marin, ce sont les microplastiques. C'est quand ces plastiques se fragmentent, ils deviennent des petits plastiques qu'on voit à peine, qu'il faut faire des prélèvements dans la mer pour... et on le retrouve jusqu'aux zones les plus profondes de l'océan. Et dans les poissons que l'on peut consommer, il y en a accrochés au plancton, il y en a vraiment partout. Et malheureusement, le problème ne fait qu'augmenter. Notre consommation de plastique ne fait qu'augmenter. Il faut absolument inverser cette tendance et arriver à trouver une solution rapide pour les océans. Et vous vous sentez investi d'une mission en quelque sorte, parce que vous avez déjà beaucoup de casquettes. Hein, quand on vous entend là depuis une vingtaine de minutes, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes navigateur. Bon, c'est votre passion depuis que vous êtes gamin, vous nous l'avez dit. Mais il y a aussi cette mission de pédagogie. Là, je suis citoyen, donc concerné, marin, donc forcément c'est mon terrain de jeu, et on a envie de le préserver. Et puis j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis marin que je suis face à ce micro et que je peux porter certains messages, donc profitons-en. Profitons quelque part de la visibilité que l'on peut avoir, nous, en tant que marins, pour faire passer des messages, et évidemment sur les océans, sur l'environnement de manière générale, mais sur l'océan, c'est peut-être là où j'ai le plus de légitimité, et je suis ravi de le faire. Et donc la prochaine course, c'est Route du Rhum, c'est quand exactement les dates ? Route du Rhum, début novembre, au départ de Saint-Malo, course donc en solitaire pour aller en Guadeloupe, en traversée atlantique, à peu près en une petite semaine normalement pour nos bateaux les plus rapides. Ouais, ça va vite maintenant de traverser l'Atlantique. Merci beaucoup. Merci. François Gabard, et bon vent évidemment. Je vous dis à bientôt sur l'antenne de Bismart. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Et on découvre tout de suite Iptown avec Ludovic Sellerier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur avec Mathieu Sorin, Xavier Thomas de Iptown. Vous l'avez lancé en 2020. C'était quoi l'idée de départ ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'est tous les trois, on vient du coworking et du monde du bureau. Et c'était de proposer une offre de coworking, de bureaux flexibles et de bureaux opérés à faible impact et à loyer modéré partout en France. Voilà, et donc on s'est regroupés tous les trois en 2019. On a trouvé un actionnaire courant en 2019 et on a ouvert notre premier site à Marseille en janvier 2020. Et aujourd'hui, on en a 16, dont le prochain à Rennes qui ouvre d'ici un mois. Et on a abordé la solution du bureau flexible à loyer modéré et à faible impact en diminuant le CAPEX, donc l'investissement, et en allant chercher du mobilier reconditionné, de l'informatique reconditionnée, et en essayant de modifier au minimum l'immeuble dans lequel on s'installe. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup d'éléments dans les moyens pour tenir l'engagement du faible impact environnemental. Peut-être on peut commencer par le choix des fournisseurs. Où est-ce que vous allez les chercher et avec quelle idée de départ, quoi ? Alors, sur la partie fournisseur, alors en effet c'est assez complexe sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Sur la partie
partie fournisseur, déjà, on va aller chercher un maximum de fournisseurs qui répondent à notre cahier des charges. Donc, on a des fournisseurs qui sont spécialisés justement dans la logistique de mobilier, par exemple, de seconde main. Ouais. Mais c'est aussi dans la conception. C'est-à-dire que quand on arrive dans un immeuble, on ne va pas augmenter le capacitaire. Augmenter le capacitaire, c'est-à-dire ajouter tout ce qui est climatisation, ajouter des escaliers. On va s'adapter à l'immeuble, on va essayer de le transformer au minimum. Ouais. Par exemple, à Lyon, on est arrivé dans un immeuble qui est d'un certain âge. Ouais. On a changé quelques carreaux de moquette. On a à peine touché au faux plafond. On a finalement assez peu enlevé de cloisons. Vous voyez, on fait vraiment le minimum parce que parfois, c'est pas indispensable. Et on peut très bien continuer à travailler dans de très bonnes conditions dans des immeubles qui parfois peuvent être un peu vieux. Alors bien sûr, c'est propre, hein, etc. Mais on est assez certain, et je pense que les entreprises l'ont bien compris, qu'on peut continuer à travailler dans des bureaux et essayer d'éviter un petit peu cette obsolescence programmée. Ouais, quand on parle de matériaux recyclés, on avait reçu ici une entreprise qui s'appelle Blue Digo. Oui, très bien. Et on travaille entre autres avec eux. D'accord, donc on rappelle comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment du mobilier qui a déjà servi, quoi. Exactement. Là, il y a encore pas longtemps, alors soit en passant par Blue Digo, soit nous aussi en direct, on va aller racheter par exemple du mobilier d'une tour à la Défense où il y a un déménagement, où finalement les grands groupes, alors pas que les grands groupes, mais quand ils déménagent, ils ont tendance à changer tout leur mobilier. On arrive à mettre la main pour finalement des coûts assez faibles sur des grands volumes de mobilier qu'on va pouvoir réutiliser. Voilà. Donc 16 sites en quoi 2 ans En 2 ans, voilà. 2 ans à peine. Donc vous êtes porté par la modification, voire la révolution de l'organisation du travail, le télétravail. Alors le télétravail en effet, mais aussi on est assez convaincu que le premier confinement a été déjà vécu, subi, mais aussi par les entreprises qui se sont rendues compte que finalement l'immobilier c'est leur deuxième centre de coût. Et elles se sont rendues compte, entre autres grâce au télétravail, qu'elles avaient besoin de moins de surface, mais surtout de plus de flexibilité. Et donc c'est pour ça que nous, on leur propose justement de cette flexibilité-là, avec du contrat en prestation de service. Ils sortent du bail. On leur propose aussi des prix aussi ultra abordables, nous sommes partout en France à partir de 150 € pour les nomades et 350 € pour les bureaux fermés. Et voilà. Et donc on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir pour ça. Ça va de la toute petite entreprise ou même à de la grande entreprise qui installe carrément des filiales chez nous. Voilà. Oui, ou alors qu'il va avoir des salariés qui ont choisi de quitter une ville pour une autre. Volumes, ça, c'est des petits volumes. Là, le gros du volume chez nous, ça reste quand même la PME, la TPE, le directeur général qui en général s'occupe un peu de tout, de la logistique, de l'immobilier, du contrat de ménage et ainsi de suite. Il se dit... il y en a marre, moi j'ai envie de me concentrer sur la performance de mon entreprise, je suis en croissance, en décroissance, peu importe, je vais confier finalement mon immobilier à une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Et nous sommes spécialisés là-dedans, on va l'accompagner et on va l'équiper dans un bureau où on va essayer de diminuer l'impact au maximum. Voilà. Juste quelques chiffres. Très rapidement, on arrive en général à économiser 3 kg de matières premières au mètre carré et 12 kg de production de CO2. Voilà. Merci. En moyenne. Voilà. Merci beaucoup pour cet engagement, Ludovic Sellerier et l'entreprise Ipton. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.